Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous amène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête performance. Entraînement, organisation, matériel et bien d'autres choses encore, retrouvez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Triathlon au quotidien. Je suis très content de vous retrouver pour cet épisode qui va être un épisode fondateur de la série et sur lequel on va se retourner, je pense, de nombreuses fois puisqu'on va parler aujourd'hui de mes objectifs pour l'année 2024 et comment je compte les atteindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis désolé, j'ai raté le créneau de vendredi midi pour poster ce podcast. On est samedi. J'imagine que comme toutes les routine, ça va mettre quelques semaines à ce que j'arrive à la mettre en place correctement, à trouver mon organisation pour pouvoir poster toujours le même jour à la même heure. Cette semaine, l'important c'était que je puisse au moins poster cet épisode et que vous ayez votre épisode de la semaine. C'est chose faite. Voilà, sachez que je vais essayer d'améliorer ça et de vraiment transformer ce podcast en rendez-vous hebdomadaire comme je l'ai promis dans mon introduction. Le deuxième point, je vais au fur et à mesure également élargir la diffusion. Pour l'instant, en tout cas le premier épisode était uniquement sur Spotify. Je vais au fur et à mesure également lancer d'autres plateformes et YouTube afin de permettre à l'ensemble de la communauté d'écouter le podcast sur sa plateforme préférée et en suivant ses habitudes. Enfin, au niveau de la technique, j'ai fait quelques réglages au niveau du son. Voilà, je débute dans la technique de l'enregistrement de podcast. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Donc voilà, j'ai fait quelques réglages, j'ai essayé de faire quelques améliorations avec le micro pour que ce soit encore plus agréable à écouter. De la même manière, je pense que toutes les semaines, ça va s'améliorer un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode sera, au niveau du son en tout cas, meilleur que le premier. Voilà. C'est fini pour la partie technique, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mes objectifs, de comment je compte les atteindre et je vous ferai une division entre chaque sport pour rentrer dans le détail de ce qu'il va falloir développer dans chaque sport. Et ça fera une bonne introduction à l'épisode sur la planification de ma saison qui viendra probablement la semaine prochaine. Donc, commençons. L'objectif numéro 1 de mon année, ça va être de retourner sur Ironman avec un temps ambitieux. En tout cas, avec un objectif de temps ambitieux. Pourquoi je parle d'objectif de temps ambitieux ? Parce que jusqu'à présent, sur les distances Ironman que j'ai fait, j'avais forcément une idée du temps que je voulais atteindre. J'avais forcément une envie de dépasser mes limites et d'aller plus loin et de m'améliorer. Mais mes participations étaient quand même très orientées vers la finish line. Lorsque j'ai fait ma première distance Ironman à Deauville en 2021, je pense que j'étais comme tout le monde. J'avais la boule au ventre. Quand on arrive sur sa première distance Ironman, l'objectif numéro 1, c'est avant tout de le finir et de le finir le mieux dans de bonnes conditions. Le temps vient un petit peu après. Alors j'étais très content de mon temps puisque j'avais fini en 10h50 et 10 secondes. Je reviendrai sur ces temps-là par la suite. Mais l'important était avant tout de finir. Et en 2023, sur Nice, j'avais aussi un objectif de finisseur. Puisque en fait en 2022, que ça vous aura pas échappé que j'ai pas mentionné d'Ironman, en 2022 j'ai pris un petit break de sport. 2 raisons à cela, j'ai changé de travail, ce qui a fait que j'avais une priorité un petit peu plus importante sur la partie pro en 2022. Et j'avais aussi besoin de me reconstruire, de me reposer vis-à-vis de la pratique du triathlon. 2020 et 2021 ayant été les périodes de pandémie, il y a eu beaucoup de triathlons annulés, enfin d'épreuves sportives d'une manière générale annulées, reportées. En fait, j'avais l'impression d'avoir fait une saison de 24 mois sans vraie coupure, parce qu'à chaque fois que j'avais prévu une coupure, par exemple j'ai pris une course en juin, en l'occurrence en juin 2021 pour le full distance de Deauville, qui finalement était repoussé en septembre. Alors du coup on se disait bon bah voilà, on remet
on remet une pièce dans la machine, il faut refaire 3 mois d'entraînement, il faut emmener le vélo sur le lieu de vacances, etc. Il faut un petit peu adapter ses habitudes. Et il y avait vraiment ce besoin de couper aussi un petit peu après ces 2 années qui ont été difficiles sur le plan sportif, mais sur tous les plans, comme tout le monde le sait. Donc, sur Nice, l'important, c'était finalement de revenir sur Ironman, arriver à retrouver une organisation au sein de mon nouvel emploi pour me réentraîner assez pour prétendre à finir un Ironman, retrouver cet équilibre entre ma vie pro et l'entraînement. Et donc voilà, l'objectif initial, c'était vraiment cela. J'avais aussi un deuxième objectif sous-jacent, qui était une fois qu'on se dit qu'on va être finisseur, il y avait l'objectif de battre, évidemment, le temps que j'ai fait à Deauville, objectif sur lequel j'ai lamentablement échoué, puisque j'ai fini Nice en 11h42 et 37 secondes, voilà, en prenant le fameux mur du 2e kilomètre au marathon, un marathon très difficile sur lequel je reviendrai dans l'épisode consacré à la course. Mais voilà, donc un objectif réussi, un objectif échoué. Bref, je m'égare déjà. Tout ça pour dire que Deauville et Nice, c'était orienté pour être finisher. Et là, on va vraiment aller plus loin. C'est-à-dire que je souhaite me mettre un objectif de temps ambitieux pour l'Ironman que je vais faire cette année. Et en fait, pourquoi je veux mettre un temps ambitieux ? Parce qu'en fait, je veux réaliser un rêve de petit garçon qui est de me qualifier au championnat du monde à Hawaï en 2024, au mieux en 2026, au pire, mais en tout cas, ça veut dire qu'il va falloir aller faire un temps me permettant de me qualifier et donc d'être dans les meilleurs de ma catégorie. Du coup, je fais une petite parenthèse sur Hawaï pour expliquer ou réexpliquer comment ça fonctionne, pourquoi on parle de championnat du monde. En fait, Hawaï, c'est là où tout a démarré, où l'Ironman a été créé en 1978, et du coup, c'est la légende, c'est le berceau de l'Ironman. Et en fait, cette course mythique et légendaire pour les triathlètes fait office de championnat du monde, à la fois chez les professionnels, mais aussi chez les amateurs. C'est la seule course Ironman où on ne peut pas s'inscrire juste en allant sur le site, en remplissant nos données personnelles et en remplissant surtout les données de notre carte bleue. Ce triathlon et cet Ironman est uniquement accessible par qualification. Alors, comment ça marche très rapidement ? Sur chaque course Ironman du circuit, l'organisation Ironman établit et donne un nombre de tickets qu'on appelle des slots pour se qualifier à Hawaï. Et les dispatchs dans l'ensemble des catégories d'âge pour les participants. Donc en fait, les catégories d'âge, c'est 18-24, 25-29, 30-34, etc., de 5 en 5, tant qu'il y a des athlètes. Et donc, l'organisation Ironman met un certain nombre de slots dans chaque catégorie en fonction du nombre d'athlètes. Donc en général, par exemple pour ma catégorie qui est les 30-34, on peut avoir entre 3 et 5 slots, puisque c'est des catégories qui sont en général assez fournies chez les hommes. Et donc ces slots sont offerts automatiquement aux premiers des catégories. Donc s'il y a 3 slots, ils sont offerts aux 3 premiers concurrents, qui ont le choix de les accepter ou non. Il y a des différentes raisons pour lesquelles ils peuvent les refuser, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à Hawaï, soit parce que ça coûte trop cher d'aller à Hawaï, soit parce qu'ils sont déjà qualifiés. En tout cas, si ils refusent leur slot, le slot est offert à la personne d'après, donc au 4e, etc., jusqu'à ce que l'ensemble des slots soient épuisés. C'est important d'avoir cette vue-là, parce que ça veut dire que ce n'est pas un objectif... J'ai parlé de temps, j'ai parlé de faire un temps ambitieux, mais finalement, c'est avant tout un objectif contre les autres. On ne sait jamais à l'avance qui sera présent le jour de la course, et donc c'est encore plus difficile de prévoir ses performances et de prévoir ce qu'il va falloir mettre en place pour réaliser ce rêve. Donc voilà, je me mets pas des objectifs faciles,
Mais voilà, c'est mon rêve, donc on va essayer de l'atteindre. Donc comment je vais m'y prendre pour pouvoir réaliser ça. Le premier point, et ça c'est très très important, comme il faut se qualifier sur un Ironman du circuit, le choix de cet Ironman est primordial. On a tous un profil d'athlète différent, et c'est particulièrement vrai dans le triathlon. Et donc, en fonction de notre profil, de nos capacités physiques, de notre aisance, par exemple, si on préfère le lac ou la mer pour la natation, de notre résistance à la chaleur, de tout un tas de paramètres, notre performance va être différente. Et donc c'est très important de se pencher sur le choix de l'Ironman qui va nous permettre de faire finalement notre meilleure performance à vie et notre course parfaite qui va nous permettre de nous qualifier. Donc pour ma part, comment j'ai procédé ? J'ai d'abord regardé la localisation. Alors certes, il y a des Ironman dans des pays en dehors de l'Europe qui sont réputés comme étant plus accessibles pour la qualification, parce que l'adversité est un peu moindre. L'idée, c'était pas de traverser la planète. Donc le premier point, c'était il me faut un Ironman en Europe. Deuxième point, il me fallait un Ironman tôt dans la saison. 2 raisons pour ça. Je suis pas spécialement à l'aise à la chaleur. Donc les Ironman de juillet-août dans la fournaise, c'est pas forcément ce que je vise. Et également parce que un déplacement à Hawaï, ça se prévoit. On parlait d'être des gens ordinaires. Moi, j'ai un patron, un employeur, qui me demande de poser des congés pour l'été et, si possible, de le prévenir un peu à l'avance de mes dates de congé. Donc, je ne pouvais pas attendre le 30 juillet pour lui dire, en fait, mes vacances, j'ai raté mon objectif, donc je pars les 3 premières semaines d'août, ou alors, non, je pars à Hawaï, donc en fait, ça sera je partirai 3 semaines en octobre. Donc, au plus tôt, on est au courant, et au plus tôt, je me disais que je pouvais être au courant de ma qualification, au mieux c'était pour planifier avion, logement, organisation avec mon employeur. Donc ça, c'était les 2 éléments de base, Europe, tôt dans la saison. Une fois qu'on avait ces 2 éléments, il restait déjà que 4 courses. Donc Lanzarote le 18 mai, Hambourg le 2 juin, l'Ironman Autriche Klagenfurt le 16 juin et l'Ironman France-Nice le 16 juin également. Et donc là rentrent les autres paramètres qui sont les paramètres de course qui vont faire varier et qui ont orienté ma décision. Globalement, même si ce n'est pas un critère, je dirais, rédhibitoire, je pense que je préfère nager en lac que en mer. Donc déjà, Lanzarote et Nice, j'étais déjà un petit peu plus réticent. Et le deuxième point, qui va finir finalement de les éliminer, c'est le dénivelé à vélo. J'ai pas un profil de grimpeur dans un premier temps, j'ai plus un profil de puncher. J'ai toujours plutôt été un profil puncher lors de mes jeunes années cyclistes, mais en tout cas j'ai jamais été un grimpeur. Donc 2400 ou 2500 mètres de dénivelé, automatiquement ça favorise pas ma performance à moi en comparaison à des gens qui seraient beaucoup plus fins et longilignes et qui ont un profil finalement de grimpeur. Donc, premier point. Second point que j'ai expérimenté à Nice, habitant en Ile-de-France, j'ai pas l'habitude des descentes de col, des longues descentes de col et encore moins avec un vélo de contre-la-montre. Donc en fait à Nice, je me suis fait vraiment dépasser par beaucoup de gens. Je l'ai dépassé dans la montée et dans la descente, il me reprenait parce que simplement je roulais 10 km/h moins vite qu'eux. Donc j'ai pas envie de baser ma performance sur une prise de risque dans les descentes, parce qu'il y en a vraiment, pour les avoir vus, je pense qu'ils avaient pas peur en tout cas de tomber, ils n'avaient pas peur du ravin. Moi c'est un petit peu plus le cas, j'ai plus l'habitude de descendre des cols à 90 km/h. Donc voilà, Lanzarote et Nice éliminés à cause du dénivelé. Et donc
il restait plus que Klagenfurt et Hambourg. Et là, c'est sur le parcours vélo que ça s'est décidé. Hambourg est tout plat, Klagenfurt est un petit peu plus vallonné, avec je crois 1400 mètres de D+, quelque chose comme ça. Je pense que le parcours vallonné me convient plus. Ça se rapproche un petit peu du parcours qu'il y avait à Deauville, voilà, qu'on appelle mal plat hein, chez les cyclistes, donc sans trop de... Enfin, sans trop de plat, mais sans long col ni longue descente. C'est plutôt des parcours sur lesquels j'étais à l'aise quand j'étais plus jeune. Je suis plutôt un coureur puissant et explosif. Et donc je pense que je peux m'en sortir sur ce parcours. Et j'ai peur que sur Hambourg, sur un parcours tout plat, j'ai plus de difficultés à maintenir la position aéro sur le long terme, enfin sur l'ensemble de la course. Et voilà, j'avais des doutes sur cette capacité-là. Et finalement, je pense que le fait d'avoir un parcours un petit peu plus technique, avec des relances, avec des bosses, avec des changements de position, je pense que ça correspondra plus à mon mindset de cycliste, où finalement, j'aime pas forcément trop les efforts à puissance constante. J'aime bien quand ça varie un petit peu. Donc, le choix est fait. Ce sera donc l'Ironman Autriche le 16 juin prochain. Donc maintenant, il faut définir le temps. Maintenant qu'on a l'Ironman, il faut définir le temps qu'il faut réaliser sur cet Ironman spécifiquement pour se qualifier à Hawaï. Donc évidemment, c'est très difficile puisque y a une question d'adversité. L'avantage ou pas, je sais pas, c'est que Nice, Autriche, Hambourg sont des gros Ironman européens connus. Et donc l'adversité va peut-être se dispatcher sur l'ensemble des trois courses, que j'espère, pour que les moyennes dont je vais parler maintenant puissent être précises et qu'on puisse se baser dessus. Ce qu'on peut trouver rapidement sur Internet, c'est que la moyenne du dernier qualifié en Autriche, elle est aux alentours de 9h11 et 9h11, 9h12. Je me méfie un peu de cet horaire-là, parce que d'une manière générale, on voit que le niveau sur Ironman augmente au fur et à mesure des années. Et quand on regarde simplement les 5 dernières années, on est sur des performances qui sont quand même bien meilleures. En 2021, le troisième, il fait 8h55. Donc on est très très loin du 9h12. Alors, oui, point que j'ai pas précisé, du coup je me base sur le troisième, puisque on peut s'attendre à ce qu'il y ait entre 3, 4 slots éventuellement, peut-être un peu plus dans ma catégorie en 30-34. Il y a très peu de chances qu'il y ait moins de 3 slots, donc moi je suis prudent, donc moi, je me fixe sur le troisième. L'idée, c'est pas d'espérer que je finisse septième et que les gens refusent leur slot. L'idée, c'est d'aller le gagner, et que ce soit incontestable que j'ai le niveau pour me qualifier à Hawaï. Donc voilà, je me fixe sur le troisième, et donc c'est ce que j'ai regardé là sur les 5 dernières années. Et finalement, bon, en dehors de cette performance là en 2021 de monsieur Stéphane Graff en 8h55, je ne sais pas s'il y avait des circonstances de course particulières qui ont joué. Le troisième, on le trouve entre 9h et 9h10 à peu près. Donc je pense qu'il faut se fixer un temps entre 9h et 9h10, et au plus proche on sera de 9h, au mieux ce sera. Et si jamais il y a des circonstances particulières de course pour les autres, je sais pas, un très fort vent de dos ou je sais pas, une réduction du parcours pour X ou Y raison, ça le sera pour tout le monde, et du coup ça le sera aussi pour moi. Donc voilà, on va viser ce temps-là. Quand on sépare déjà, on fait déjà une première réflexion autour de chaque sport. Au niveau natation, je me fixe entre 1h et 1h03. Passer sous l'heure, je vais revenir quand je vais parler de mon niveau à date. Passer sous l'heure, ça me semble compliqué. Et par contre, au-dessus de 1h03, je pense qu'on perd
on perd le lien avec le groupe de tête. Et je pense que c'est important dans une course où on va chercher une qualif et où on est contre les autres, de rester très proche de ce groupe de tête, rien que pour, même s'il n'y a pas de drafting, pour au moins sentir la dynamique de course et voir si on est dans le rythme. Et pas être pris dans la masse, à devoir faire des dépassements, des accélérations, risquer un carton si jamais on est un peu trop proche d'un concurrent parce qu'il y en a de partout. Voilà, vraiment important de sortir entre 1h et 1h03. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire en natation. En vélo, ça se jouera, et c'est ce qu'on voit quand on regarde le split des différentes années, ça se jouera entre 4h45 et 4h50. C'est 37 à 38 km/h de moyenne sur 180 km. C'est hallucinant comme performance. Là, c'est vertigineux même quand on y pense. Mais c'est le temps de référence. Il n'y a personne qui se qualifie au-dessus de 5 heures. Je regarde rapidement là, mes notes. S'il y a une personne qui se qualifie au-dessus de 5 heures en vélo en 2022, mais il sort 56 minutes en natation et 2h55 sur marathon. Donc voilà, performance exceptionnelle de l'autre côté, comme le vélo est censé être ma partie forte. Il faut absolument pas être au-dessus de 5 heures. Donc 4h45, 4h50, ce sera le tarif. Et derrière ça, il faudra être capable de courir un marathon entre 3h05 et 3h07. Donc également une performance importante. Et surtout, c'est ce qui est encore plus vertigineux, c'est qu'il va falloir faire le vélo à 37-38 km/h de moyenne, en gardant sous le pied pour pouvoir faire ce fameux marathon en un tout petit peu plus de 3 heures. Donc, voilà, là ça donne à réfléchir. Quand j'ai écrit pour la première fois les chiffres, j'ai eu un peu des sueurs froides. Surtout que si on reprend du coup mes données de mes autres Ironman, on est quand même assez loin du compte. Donc quand je parlais de temps ambitieux, là on est sur l'ambitieux plus. Au niveau de ces temps-là, là, à Deauville, donc je disais 10h50, en natation je fais 1h09, 1h09-26, et d'ailleurs je fais 1h09-40 à Nice, donc voilà, à date c'est mon niveau, c'est 1h50 au 100 mètres, et pour faire 1h09. En vélo, donc c'est 5h43 à Deauville et 6h13 à Nice, sachant qu'à Deauville il y avait 1500 mètres de D+, et à Nice on est sur les 2400. Globalement, les performances sont relativement équivalentes. Je suis à 200 watts de puissance normalisée à Nice et 225 watts de puissance normalisée à Deauville, qui correspond à peu près sur les datas du moment à 80% de ma FTP. Donc 80% de la FTP, c'est très élevé pour envisager faire un beau marathon derrière. J'ai sur les deux courses un peu trop poussé en vélo. La différence entre ces deux courses, au-delà des watts, c'est que je pense qu'il y a 7-8 kilos d'écart. J'avais 8 bons kilos de plus à Nice, donc ce qui évidemment n'a pas amélioré une performance au regard du dénivelé positif. Et enfin, côté course à pied, donc c'est 3h44 sur Deauville et 4h06 à Nice, avec une explosion en bonne et due forme. Donc voilà, il y a du chemin à parcourir. Heureusement qu'on est en octobre et qu'il reste quand même quelques mois pour réaliser cette performance. C'est clairement pas un objectif qu'il aurait été possible de se fixer en janvier. Et c'est quand j'y ai réfléchi, c'est pour ça que j'ai recommencé la préparation dès le mois d'août. C'est qu'il fallait pas chômer et il va pas falloir rater beaucoup d'entraînement si on veut atteindre cette performance. Et donc, comment je vais faire pour réaliser ça? En tout cas, c'est quoi le plan pour réaliser ça? Donc, la natation, je pense que le point principal, ça va être l'assiduité à l'entraînement. Sur les deux préparations précédentes, j'ai pas été forcément très assidu. À Nice, c'était une natation par semaine, une nage longue par semaine, juste pour être sûr de pouvoir faire la distance. À Deauville, j'ai été un petit peu plus
je faisais un petit peu plus de séances, mais comme on a fait beaucoup de stop and go avec la pandémie, les piscines étaient fermées, puis elles rouvraient, donc pendant 5 semaines j'étais assidu, puis après on s'arrêtait, etc. Donc voilà, clairement, je pense que la clé de la natation aujourd'hui, donc il faut que je nage entre 1,35 et 1,40, là où aujourd'hui je nage 1,50 sur mes 2 Ironman. Clairement, je pense qu'avec de l'assiduité à l'entraînement, ça va permettre d'améliorer assez naturellement les performances. Et il y a un second point qui je pense est important, c'est l'implication que je vais mettre dans ma natation le jour de la course. Lors des 2 courses, donc Deauville et Nice, la natation, je dirais pas que je l'ai fait pépère, mais j'étais surtout focalisé sur conserver mon énergie, sur bien m'orienter, sur me batailler un peu avec les triathlètes autour de moi. Mais je suis pas sûr d'avoir de m'être investi mentalement assez pour aller chercher ma meilleure performance sur cette épreuve. Donc je pense que voilà, en étant assidu à l'entraînement, en faisant des blocs, en particulier de vitesse, pour améliorer vraiment la technique et la capacité à aller vite en natation, en étant assidu et le jour de la course, en travaillant vraiment cette implication mentale. Maintenant que je sais que ces 3800 mètres, je peux les finir, et ben il faut que je puisse les finir voilà, avec le meilleur temps possible. Donc ça c'est pour la natation. Donc la natation ça m'inquiète pas réellement. Ce qui m'inquiète le plus c'est le vélo comme je disais. Alors le vélo c'est difficile à savoir ce qu'il faut en termes de watts et en termes de capacité physiologique pour réussir à rouler à 37-38 km/h pendant 180 km. Moi aujourd'hui ça me paraît absolument impossible quand je suis sur quand je suis sur mon vélo. Mais du coup on va se rassurer un petit peu avec quelques datas. Ce que j'ai pu trouver sur internet, c'est des gens qui témoignent que pour se qualifier à Hawaï, ils ont roulé leur vélo sur Ironman à 3,5 watts du kilo. Peu importe le parcours. J'ai aussi trouvé une data qui est que sur les groupes d'âge 25-29, 30-34 et peut-être même 35-39, la FTP des top 10 de groupe d'âge est à 4,5 watts par kilo. Et la troisième data que j'ai, c'est que pour faire un beau marathon, pour courir correctement son marathon à l'issue de la partie vélo, il faut faire son vélo à moins de 75% de FTP en puissance normalisée. Donc ça, c'est les 3 datas que j'ai. Maintenant, comme on parle de watts par kilo, il va falloir que je pose une hypothèse au niveau du poids. Et c'est ce que je disais lors du premier épisode. On parlera de nutrition parce que j'espère et je fixe l'hypothèse à 75 kg. Aujourd'hui, j'en fais un petit peu plus de 81. Donc il y a 6 kg à perdre. Voilà, je ne suis pas le couteau le plus affûté du tiroir, comme on dirait. Voilà, je pense que 75 kg, c'est la version de moi la plus affûtée que je suis capable d'aller chercher avec mon mode de vie actuel et que je suis OK pour aller chercher. J'ai pas non plus envie de m'imposer quelque chose d'hyper drastique, de descendre à des poids, je sais pas, 72, 70. Enfin, je pense qu'à 75, je peux aussi avoir, je peux avoir un physique qui me plaît, être affûté, sans aller dans des extrêmes maigreurs comme on peut voir dans le cyclisme. Donc j'ai fixé cette hypothèse à 75 kg, ce qui fait que si on reprend la donnée de 3,5 watts par kilo à rouler pour son marathon, ça fait 263 watts en puissance normalisée. Et donc, si on reprend la seconde donnée qui est qu'il faut faire son parcours vélo à moins de 75% de sa FTP, ça nous donne une FTP minimale à 350 watts.
J'espère que vous suivez, c'est un peu technique, moi j'ai pris mes notes pour lire tout ça évidemment. Donc 3,5 watts par kilo sur le parcours, c'est 263 watts à 75 kg. Et du coup, à 75, c'est 75% de FTP si la FTP est à 350 watts. Donc la FTP minimum à avoir pour pouvoir rouler à cette puissance tout en gardant les espoirs de faire un beau marathon, c'est 350 watts. Et bien sûr, tout watt supérieur à ce chiffre sera bon à prendre, puisque si tu fais ton parcours vélo à 13% de FTP, normalement le marathon n'en sera que meilleur. C'est globalement, ça recoupe assez bien la troisième donnée que j'avais, qui était que les top 10 de groupe d'âge étaient à 3,5 watts kilo, parce que du coup 350 watts divisé par 75, ça fait un petit peu plus de 4,5. Donc ça voudrait bien dire que voilà, le top 3 est un peu au-dessus de ce 4,5. Et donc voilà, les trois données se recoupent pas mal, donc je pense que je suis dans le vrai. Là où finalement la performance intrinsèque me faisait peur, là c'est 37-38 km/h. Quand on fait la division dans les watts, je trouve que c'est plutôt rassurant. À savoir qu'en 2020, pendant la pandémie, j'ai atteint 330 ou 340 watts. À l'époque, j'étais un peu plus maigre, donc j'ai déjà atteint des 4,3 watts par kilo. C'est pas des chiffres qui me sont complètement inconnus, que ce soit les 75 kilos ou les 300, les 330, les 340 watts. Donc voilà, il y a du boulot, évidemment, en comparaison à maintenant, puisque j'ai un niveau inférieur, mais c'est des chiffres que j'ai déjà vus. Et ça, c'est extrêmement rassurant, parce que si mes calculs avaient donné qu'il me fallait 450 watts de FTP, je savais que c'était déjà mort, quoi. Donc voilà, ça c'est rassurant. Et après, il y a l'autre point que je mentionnais en introduction, c'est l'aérodynamisme. Il va vraiment falloir travailler sur ce point-là, parce que c'est facile, avec l'aérodynamisme, de gagner quelques dixièmes de kilomètre-heure ou quelques kilomètres-heure, voire même. Et ça serait dommage de s'en priver, puisqu'au-delà des watts, voilà, j'ai pas envie de me faire battre par quelqu'un qui a des watts moins importants que moi, juste parce qu'il est plus aéro. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et enfin, la course à pied. C'est peut-être la course à pied où j'ai le moins de repères, où en fait je sais le moins en termes de vitesse ce que je vais devoir atteindre. La référence que j'ai, c'est le marathon de Paris l'année dernière, que je fais en 3h10, en prenant le mur au 32e kilomètre à peu près. Je pense que ma vraie performance, ma performance intrinsèque sur marathon, que j'ai pas réussi à délivrer, mais que je pense avoir en moi, c'est 3h05. Donc en gros, parce que j'étais parti sur les bases de 3 heures, et du coup j'ai explosé au 32e pour finir en 3h10. Donc, voilà, en approximation, je pense que si j'étais parti sur des bases de 3h05, je serais peut-être allé au bout en 3h05. Mais bref, donc en fait ce 3h05, c'est finalement ma performance intrinsèque sur marathon sec à 81-82 kg, que je dois réaliser au mois de juin prochain à 75 kg après un parcours vélo. Je sais pas si c'est très clair cette partie-là, mais en gros, ce que j'ai fait l'année dernière à 82 kg sur le marathon de Paris, il faut que je le fasse l'année prochaine après 180 km de vélo et 3,8 km de nage en Autriche. Et l'avantage, c'est que si on suit mon hypothèse du vélo, j'aurai 6 kg en moins. Et mon instinct, alors j'ai pas trouvé trop d'études ou d'articles là-dessus sur Internet, sur le poids et la course à pied. Alors on trouve des choses, mais où les datas me paraissent, me paraissent un peu aberrantes, j'avais un esprit un peu critique dessus. Mais en tout cas, mon instinct d'ingénieur me dit que lorsqu'on est sur un sport avec une composante d'élévation dans l'air et une composante de rebond, forcément, le poids, ça ne doit pas être une donnée négligeable. Mais je ne sais absolument pas combien de secondes au kilomètre
perdre 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg va permettre d'améliorer ma VMA, mon seuil, etc. Donc, ce que je veux faire en course à pied, c'est, en fait, on va essayer d'améliorer les curseurs. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des entraînements VMA, je vais faire des entraînements de seuil haut, des entraînements de seuil bas, des sprints, des sorties longues. Je vais partir sur la même préparation que ce que j'aurais fait naturellement. C'est juste que je ne me fixe pas d'objectif. Je me fixe pas d'objectif en termes de temps. Et on verra au fur et à mesure de ma perte de poids si les temps s'améliorent. Et ça, en général, ça se voit assez vite. Ça se voit sur les sorties en endurance fondamentale ou lorsque on perd du poids. Naturellement, on court 5 secondes, 10 secondes plus vite. Enfin, ça va venir au fur et à mesure. Et on pourra affiner l'objectif au fur et à mesure de l'année. Mon instinct me dit que pour courir 3h05 sur marathon Ironman, il faut être capable de courir un marathon sec en 2h50. Donc ça donne à peu près une idée de ce qu'il faut avoir. Je pense que c'est aux alentours de 19 km/h de VMA. Voilà, on doit être plutôt aux alentours des 3,20, 3,25 max du kilo au seuil haut. Donc voilà, ça reste quand même, ça reste quand même assez costaud comme performance. Mais bon, je désespère pas qu'avec quelques kilos en moins, ça se passe un petit peu mieux. Donc voilà, premier épisode, voilà, l'épisode se termine. Premier épisode un peu long, un peu technique. J'espère que je vous ai pas perdu avec tous ces chiffres. En tout cas, ça me semblait important de détailler comment j'avais choisi mon objectif, comment j'avais choisi mon Ironman. Et ensuite, une fois qu'on a choisi son Ironman, rentrer dans le détail de chaque discipline. Je pense que c'est un bon moyen qu'on vise de se qualifier à Hawaï, qu'on vise de faire 9h, 9h30, 10h, 11h, 12h, 15h. C'est important d'avoir ce split par discipline, de faire l'analyse de ce qu'on doit atteindre et bien sûr après de le mettre en comparaison avec les capacités qu'on a à la date du début de la préparation. Et c'est ce qu'on va travailler, c'est ce que je vais vous présenter dans le prochain épisode la semaine prochaine, c'est comment je passe de mon niveau initial de maintenant, ou le niveau que j'avais lorsque j'ai repris la préparation fin août, comment je compte atteindre ces données-là. Et puisqu'a priori, ce sont les données qui me permettront de réaliser mon rêve. Voilà. J'espère évidemment, du coup, pour revenir et pour en 2 minutes synthétiser l'épisode, j'espère me qualifier à Hawaï dès 2024. Si c'est pas 2024, ce sera en 2026, parce que petite nouveauté dont je n'ai pas parlé, mais maintenant les hommes, les femmes et les hommes, ils vont une année sur 2 à Hawaï au championnat du monde. Cette année en 2023, les hommes sont allés à Nice pour les championnats du monde en septembre. Et donc, les prochaines épreuves de championnat du monde hommes à Hawaï, c'est en 2024 et en 2026, sauf nouveau changement de la politique Ironman. Donc, 2026, ça fait un peu loin, pour être honnête et pour pouvoir se projeter. Donc, j'espère vraiment que je vais réussir à transformer l'essai dès maintenant et pouvoir me qualifier en 2024. Si jamais c'est pas le cas, je pense qu'on apprendra aussi de cet échec. Il y aura forcément des choses à analyser et puis on se projettera sur l'avenir. Et voilà, ça sera aussi des discussions intéressantes, même si évidemment j'espère que tout ça sera couronné de réussite. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses, si au moins les heures que j'ai passées sur internet à essayer de trouver des datas sur les capacités à avoir pour se qualifier à Hawaï, au moins si ça vous permet de vous pas passer ce temps à les chercher, ce sera très bien. N'hésitez pas à faire des retours, des commentaires, si ça vous semble complètement irréaliste ou si dans l'ensemble c'est aussi ce que vous avez entendu, si vous faites partie de clubs, que vous connaissez des gens qui sont déjà qualifiés. Voilà, on peut tous retirer de l'expérience des uns des autres. En tout cas, je vous remercie à nouveau, c'était un plaisir d'enregistrer ce 2e épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne vais pas dire même jour, même heure, parce que je ne sais pas encore, mais on se retrouve définitivement la semaine prochaine pour la suite, pour parler de la planification. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao.